parle de Sheffer, parce que c'est le logicien Sheffer qui l'a élaboré. Si je dis par exemple, d'habitude c'est Jenny qui est incompatible avec moi, là ça va être Anne, parce que Jenny ne pouvait pas être là aujourd'hui. Serge et Anne sont incompatibles. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous faites une soirée, vous avez 3 possibilités. Vous invitez juste elle et pas moi, vous évitez la chicane. Vous invitez juste moi et pas elle. Vous invitez aucun des deux troublemakers, vous se débarrasser des deux. Et donc, à ce moment-là, l'incompatibilité, ça veut dire on ne peut pas avoir les deux vrais en même temps. Ils sont incompatibles, P et Q, de sorte que quand P se passe et que Q se passe, bien c'est faux qu'ils sont incompatibles. Et c'est vrai qu'ils sont incompatibles quand un seul des deux est vrai ou quand les deux sont faux. C'est l'incompatibilité entre les deux. De sorte que quand je vais raisonner et que j'aurai telle chose est incompatible avec telle chose, incompatible est un opérateur de la logique des propositions, qui est vrai quand un des deux au moins est faux et qui est faux quand les deux sont vrais. OK. Prenons celui-ci. Mon faux est dans la rangée 2. Quand P est vrai et que Q est vrai, c'est vrai. Quand P est faux et que Q est vrai, ou quand P est faux et que Q est faux, c'est vrai. Mais quand P est vrai et que Q est faux, le résultat est faux. Ça vous rappelle quelque chose? C'est bleu, j'apporte mon parapluie. Donc, c'est si alors. Ça, c'est si alors. On l'appelle aussi l'implication. P implique Q, puis on va mettre P avec un petit fer à cheval Q. On peut l'appeler aussi P avec une petite flèche. La petite flèche, elle dit, quand P est vrai, bien Q est vrai. Le petit fer à cheval, dont le fond est vers le Q, ça veut dire, quand lui se passe, quand lui est vrai, lui va être vrai. Quand le premier est vrai, le deuxième va être vrai, parce qu'on ne peut pas avoir le premier vrai avec le deuxième faux. Quand le premier est faux, bien, tout est possible. Quand les 3 et 4 sont vrais. S'il pleut, j'apporte mon parapluie. Il pleut et j'apporte mon parapluie. Donc, s'il pleut, j'apporte mon parapluie. S'il pleut, j'apporte mon parapluie. Il est possible qu'il ne pleuve pas. Mais ce qui est impossible, c'est qu'il pleuve et que j'apporte pas mon parapluie. Rangée 2, c'est elle qui est faux. Okay? Et ici, le faux est dans la rangée 3. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner l'inverse. Q implique P. Ça donne ça. C'est-à-dire, si Q est vrai, P va être vrai. Si Q est vrai, P va être vrai. Je ne peux pas avoir Q vrai puis P faux. Donc, c'est la rangée 3 qui est exclue. Puis la rangée 2 et la rangée 4 sont vraies parce que dans la rangée 2 et dans la rangée 4, Q est faux. Donc, quand Q est faux, peu importe ce qui arrive à P, Q implique P est vrai. Donc, c'est un si alors aussi, mais c'est dans l'autre sens. C'est si Q alors P. Donc, vous l'appelez si Q alors P, alors que lui, c'est si P alors Q. On peut l'appeler aussi la contre-implication. On peut dire P est impliqué par Q. Q implique P, on peut le lire comme ça aussi. P est impliqué par Q. C'est une contre-implication. Et donc, vous voyez, il y a 4 possibilités logiques avec 3 vrais et un faux. Il n'y en a que 4. J'ai un faux dans la première rangée, les deux propositions sont incompatibles. J'ai un faux dans la deuxième, la première implique la deuxième. J'ai un faux dans la troisième rangée, c'est la deuxième proposition qui implique la première. J'ai un faux dans la quatrième rangée, il y a une disjonction entre les deux propositions. Okay. 3 vrais, un faux, il y a 4 possibilités logiques. C'est des propositions qui sont souvent vraies. Du point de vue logique, 75% du temps, c'est vrai. Il y a 25% du temps où c'est faux. Et il y a seulement 4 possibilités dans cette famille-là. Les propositions sont en disjonction. Les propositions, la deuxième implique la première implique la deuxième. Les deux propositions sont incompatibles. OK. On regarde maintenant les 4 possibilités où j'ai un vrai, 3 faux. Alors, de la même manière que j'ai mis mes vrais, j'ai mis mes faux, quatrième, troisième, deuxième, première, bien, je peux mettre mes vrais, première, deuxième, troisième, quatrième. Tous les autres cas vont être des faux. On va me mettre un peu plus bas ici, là, on va avoir de la place.
Alors, ici, je vais avoir vrai, faux, faux, faux. Ici, je vais avoir faux, vrai, faux, faux. Ici, je vais avoir faux, faux, vrai, faux. Ici, je vais avoir faux, 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 vrai. OK. Donc, il y a 4 possibilités logiques où j'ai un seul vrai et 3 faux. Des situations qui, logiquement, ne sont pas vraies souvent. 25% du temps, puis c'est 75% du temps. Faux. On va prendre la première, qui est la plus simple. Mon résultat est vrai quand P est vrai et que Q est vrai. Autrement, c'est faux. Comment on va appeler ça? Vous devriez être capable de trouver. Oui, 2 morceaux de repos pour elle. Conjonction. J'ai P et Q. On peut l'appeler aussi P avec un petit point Q. On peut aussi l'appeler P avec un petit ou inversé. Ça, c'est une manière de dire P et Q. Ça, c'est une manière de dire P et Q. Ça, c'est une manière de dire P et Q. Vous voyez tout de suite venir, c'est compliqué, Robert. Pour une même opération, des fois il y a 2 symboles, des fois il y en a 3, des fois il y en a 4. Pourquoi? Les logiciens, Frege était allemand, Russell était anglais, d'autres après étaient d'une autre langue, des Scandinaves, des Russes, et chacune des traditions, des Polonais. La tradition polonaise est très importante à l'école de Varsovie. Mais les pauvres Polonais, ils ont été victimes du nazisme, les premiers envahis par Hitler, puis victimes aussi de l'URSS, les premiers envahis par Staline. De sorte que le 20e siècle, pour les Polonais, vous savez, était un siècle d'horreur. Et du point de vue de la logique, ça a été une catastrophe, parce que c'était la plus belle école de logique, et elle a été disséminée. Heureusement, certains ont survécu à la guerre, survécu à l'occupation allemande ou soviétique, et ont pu continuer leur œuvre en Grande-Bretagne, aux États-Unis, etc., dans différents pays, en Allemagne. Et la logique a pu continuer. Mais dans l'école de Varsovie, il y a une autre manière de noter les choses, de sorte qu'il y a eu 2 fois les congrès internationaux où les logiciens ont dit on va se réunir pour faire un langage commun, comme en mathématiques. Il y a un symbole de l'addition, un symbole de la multiplication. On va faire pareil. Et dans les 2 cas, ça a échoué à cause des nationalismes respectifs des différents logiciens, de sorte qu'on n'a pas une notation universelle. Dans des livres de logique, vous allez avoir ce symbole-là, d'autres fois, vous allez avoir celui-là, d'autres fois, vous allez avoir celui-là. Mais tous ces cas-là sont des cas de conjonction. Ça dit donc, il se passe P et il se passe Q. Ça correspond au « et » en français. Si je vous dis il se passe P et il se passe Q, la probabilité logique que ce soit vrai, c'est 0,25. Si je vous dis il se passe P ou il se passe Q, la probabilité logique que ce soit vrai est 0,75. Si je vous dis demain il pleuvra ou il fera froid, je vous dis beaucoup moins d'informations que si je vous dis demain il pleuvra et il fera froid. Parce que le premier est vrai 3/4 du temps, le deuxième est vrai juste le quart du temps, du point de vue logique. C'est pour ça qu'il faut distinguer la probabilité logique et la probabilité empirique. Si on est au mois de janvier et que demain il pleuvra à Chibougamau, c'est empiriquement très, très improbable. Donc, là, on parle de la probabilité empirique, la probabilité des faits. La probabilité dont je parle ici, c'est une probabilité logique. OK, donc j'ai une conjonction entre P et Q. C'est vrai à la condition que les deux soient vrais. Deuxième cas, c'est vrai dans une seule possibilité quand il se passe P et qu'il ne se passe pas Q. Rangée 2. D'accord? Quand il se passe P et qu'il ne se passe pas Q. On va l'appeler tout simplement P et non Q, avec le petit symbole de négation. C'est une autre forme de conjonction. Moi, il y a de la conjonction entre P et Q. C'est la conjonction entre P et la négation Q. Donc, ça n'a pas de nom particulier. C'est une conjonction aussi. C'est la conjonction de P et non Q. Le troisième, même chose. C'est la conjonction de non P et de Q. Puisque c'est vrai, rangée 3, quand P est faux et que Q est vrai. Donc, c'est la conjonction de non P et de Q. Et le quatrième et dernier, ben, c'est la conjonction de non P et non Q. Une autre conjonction, et cette fois-là entre deux terminés. C'est vrai, seule la conjonction de non P et non Q n'est vraie que lorsqu'il ne se passe ni P ni Q. Elle a un autre nom aussi, cette conjonction de deux terminés. On l'appelle le rejet. On rejette P et on rejette Q. C'est vrai quand P est faux et que Q est faux. C'est le rejet entre P et Q.
c'est la même petite barre de Sheffer qu'on avait ici, mais avec une petite pointe de flèche par en bas pour dire le seul cas où ça marche, c'est le dernier en bas. Okay? Vous pouvez vous en rappeler comme ça. Le seul cas où ça marche, c'est le dernier en bas. C'est aussi Sheffer qui a développé cet opérateur-là, comme l'opérateur d'incompatibilité. Lui, c'est P est incompatible avec Q. C'est vrai très souvent, ça. C'est vrai 3 fois sur 4. Le rejet de PQ, c'est vrai moins souvent. C'est vrai juste une fois sur 4. Le rejet, c'est vrai quand les deux sont faux. L'incompatibilité, c'est vrai quand les deux sont faux ou qu'un des deux est faux. OK? C'est pas pareil. Il va me rester entre les deux, j'en mets compte, j'ai beaucoup de place. 6 possibilités. Et vous voyez, c'est 16. 4 possibilités avec un vrai. 4 possibilités avec 3 vrais. Ça fait 8. Une possibilité avec tout vrai, 9. Une possibilité avec tout faux, ça fait 10. Il en reste 6 pour 2 vrais, 2 faux. Logiquement, 50% de chance d'être vrai, 50% de chance d'être faux. D'un point de vue logique. Alors, première possibilité, est vrai. Rangée 1 vrai, rangée 2 vrai, rangée 3 faux, rangée 4 faux. Quelque chose qui est vrai quand P est vrai que Q est vrai, qui est vrai quand P est vrai et que Q est faux. Quelque chose qui est faux quand P est faux et que Q est vrai, qui est faux quand P est faux et que Q est faux. Voyez-vous que cette table-là correspond exactement à celle-là. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Comment on peut appeler cette opération-là? Il se passe P, puis je mets entre crochet Q. Comment ça se dirait en français? Il se passe P, peu importe ce qui advient de Q. Je mets entre parenthèses la valeur de Q. Tu me demandes, est-ce qu'il pleut et est-ce que tu apportes ton parapluie? Puis moi, je vous réponds, il pleut, peu importe ce qui advient au parapluie. Autrement dit, il pleut, mais je ne sais pas si je vais apporter mon parapluie ou pas. C'est vrai quand il pleut, puis c'est faux quand il ne pleut pas, tout simplement. Je mets la valeur de Q entre parenthèses. On peut appeler ça l'affirmation de P, peu importe Q. OK. Deuxième possibilité. Vrai, faux, vrai, faux. Ça correspond à quoi? À la table de Q, hein? Vrai, faux, faux. Donc, c'est vrai quand Q est vrai, c'est faux quand Q est faux. Tout simplement. Je ne tiens pas compte de ce qui arrive à P. Ça n'a pas d'importance. On va appeler ça l'affirmation de Q, peu importe ce qui arrive à P. Q, peu importe P. OK? C'est l'affirmation de Q, ou en plus précisément l'affirmation de Q, peu importe ce qui arrive à P. Une autre possibilité. Je vais continuer avec un autre vrai, tiens. Je vais prendre 3 situations avec les vrais au début. Vrai, faux, faux, vrai. La troisième possibilité pour avoir vrai dans la première rangée, c'est d'avoir vrai dans la première rangée, avec vrai dans la deuxième, avec vrai dans la troisième, avec vrai dans la quatrième. D'accord? Comme ça, on fait tous les cas possibles avec 2 vrais, 2 faux, commençant par des vrais. Ensuite, on va faire tous les cas possibles en commençant par des faux. On va pouvoir mettre faux dans la deuxième, faux dans la troisième, faux dans la quatrième. Pas trop égal, là, pas trop en tête. OK. Lui, c'est quoi? Quand P est vrai et que Q est vrai, c'est vrai. Quand P est vrai et que Q est faux, c'est faux. Quand P est faux et que Q est vrai, c'est faux. Et quand P est faux et que Q est faux, c'est vrai. Ça correspond à quoi, vous pensez? Il faut que les deux aient la même valeur pour que ça soit vrai, c'est pas égaux. Quand les deux ont la même valeur, rangée 1, c'est vrai. Quand les deux ont la même valeur, rangée 4, c'est vrai. Quand les deux ont des valeurs différentes, rangée 2 et 3, c'est faux. C'est l'équivalence entre P et Q. P est équivalent à Q. Un vrai, l'autre est vrai. Un est faux, l'autre est faux. C'est vrai qu'ils sont équivalents dans la rangée 1, ils ont la même valeur vraie. C'est vrai qu'ils sont équivalents dans la rangée 4, ils ont la même valeur faux. Et c'est faux qu'ils sont équivalents quand l'un est vrai et l'autre est faux, rangée 2 et 3. C'est l'équivalence entre les deux.
OK. Maintenant, on va faire les trois autres qu'on n'a pas vus. Faux, faux, vrai, vrai. Qu'est-ce que ça vous dit? Faux dans la rangée 1, faux dans la rangée 2, vrai dans la 3, vrai dans la 4. Oui! Qui mérite ces deux morceaux de robot? C'est exactement ça. C'est l'inverse de la table de P. Donc, c'est non P, peu importe ce qui arrive à Q. Donc, c'est la négation de la ICG. Négation de P, peu importe ce qui devient à Q. Autrement dit, c'est dire, ceci, c'est dire, il ne pleut pas, j'ai aucune idée de ce que je vais faire avec mon parapluie. C'est vrai dans la rangée 1, c'est vrai dans la rangée 2, c'est-à-dire c'est vrai dans la rangée, pardon, la rangée 3 et dans la rangée 4, parce que il ne pleut pas, c'est vrai dans la 3, c'est vrai dans la 4, peu importe ce que devient mon parapluie, et c'est faux dans 1 et 2, parce que dans 1 et 2, il pleut, il ne pleut pas, et faux dans la rangée 1 et dans la rangée 2. Ensuite, faux, vrai, ça correspond à quoi? Non Q, exact, un morceau de robot pour ça, c'est non Q, peu importe ce qui advient à P. C'est-à-dire, je n'apporte pas mon parapluie, peu importe s'il pleut ou pas. Je ne sais pas s'il pleut ou s'il pleut. Et ensuite, le dernier des 16, il y a juste 16 possibilités logiques. Il n'y en a pas plus, il n'y en a pas moins. Il y a 16 possibilités logiques. Pour deux événements, il y a 16 manières logiques d'être en relation entre eux. Faux, vrai, faux. Est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est comme nier l'équivalence. C'est l'inverse d'équivalence. C'est vrai quand les deux n'ont pas la même valeur. Et c'est faux quand les deux ont la même valeur. Donc, c'est l'inverse d'être équivalent. On va appeler ça la disjonction exclusive. Ça va être comme le petit v de la disjonction, mais doublé, W. C'est ou bien P, qu'on avait vu avec Aristote, ou bien Q. Regardez ce qui se passe, disjonction exclusive. C'est vrai quand juste P est vrai, rangée 2. C'est vrai quand juste Q est vrai. Et c'est faux quand les deux sont vrais. C'est une disjonction qui exclut la possibilité que les deux soient vrais. C'est la disjonction exclusive. Donc, deux propositions atomiques qui réfèrent à deux événements peuvent former une loi logique, une disjonction inclusive, un si alors entre le deuxième et le premier, un si alors entre le premier et le deuxième, une incompatibilité entre les deux, l'affirmation du premier, peu importe qui arrive au deuxième, l'affirmation du deuxième, peu importe qui arrive au premier, l'équivalence entre les deux, c'est vrai si les deux sont vrais ou si les deux sont faux. La négation du premier, peu importe qui arrive au deuxième, la négation du deuxième, peu importe qui arrive au premier, la disjonction exclusive entre les deux, la conjonction entre les deux, la conjonction entre le premier et la négation du deuxième, la conjonction entre la négation du deuxième et l'affirmation du premier, la conjonction des deux termes liés, ou encore ce qu'on appelle le rejet des deux propositions, et une contradiction entre les deux propositions. Il y a 16 possibilités logiques dans la logique classique des propositions, de relations logiques possibles entre deux propositions atomiques. Il y en a ni plus ni moins. Et qu'est-ce qu'une table de vérité? C'est un algorithme, c'est une technique qui nous permet d'identifier toutes les possibilités logiques qui peuvent arriver à des événements en termes de vrai et de faux. Okay? Et vous voyez ce que ça veut dire une fonction de vérité. Je mets, par exemple, un si alors en PQ. Mon domaine, c'est ça. Le domaine, c'est mes valeurs de P et mes valeurs de Q, les 4 possibilités. Ça, c'est mon domaine. Mon codomaine, c'est l'une ou l'autre de ces tables-là. C'est les 16 tables, mon codomaine. Je fais un si alors en PQ, bien, ça va donner vrai, faux, vrai, vrai. Ça veut dire vrai quand les deux sont vrais, rangée 1, vrai quand faux quand le premier est vrai, que le deuxième est faux, rangée 2, puis vrai dans les deux autres cas. Si par ailleurs je fais un ou entre PQ,
mais ça ne donne plus vrai, faux, vrai, vrai. Ça donne vrai, 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 faux. Voyez-vous, ça ne donne pas le même résultat. Faire un ou en PQ est logiquement différent de faire un si alors en PQ. Puis on voit ici explicitement quelle est la différence que ça fait faire un ou un si alors ou un incompatible ou peu importe l'opérateur ou une équivalence entre deux propositions. La table de vérité exprime comment on a transformé les valeurs de PQ pour donner un résultat. C'est des foncteurs de vérité. Au lieu de changer une quantité, c'est des vrais et des faux que ça transforme. C'est des transformateurs de vrais et de faux. Oui, ma chère. Le domaine, c'est la valeur indépendante. On peut dire que c'est la valeur indépendante. C'est la valeur de P indépendamment de ce qui va se passer. C'est la valeur de Q indépendamment de ce qui va se passer. Puis, ça ici, c'est la valeur dépendante. C'est ce qui se passe un coup que j'ai appliqué ma fonction. Les valeurs de X, les valeurs d'Y. Au lieu que les X, ce soit des nombres, et que les Y, ce soit d'autres nombres, puis qu'on ait les coordonnées cartésiennes avec les valeurs de X et les valeurs d'Y, c'est les valeurs de X sont des vrais et des faux, puis les valeurs d'Y sont des vrais et des faux aussi. Si on est dans une logique non classique, vous devinez ce qui va arriver, bien on va ajouter d'autres choses dans le domaine à part des V et des F. On va ajouter d'autres choses dans le domaine à part des V et des F. Comme des une demi, des possibles, des peut-être, des peut-être bien, des plus ou moins, etc. Et donc, à ce moment-là, ça prendra des tables de vérité plus complexes quand on est en logique non classique. C'est beau? Avec ça, donc, on peut prendre des phrases à langue naturelle, faire des tables de vérité et identifier les différentes possibilités de combinaison. On peut aussi déterminer qu'est-ce qui est une loi logique ou qu'est-ce qui n'est pas une loi logique. Qu'est-ce qui est une contradiction, qu'est-ce qui n'est pas une contradiction. Si je fais une table de vérité et ça donne vrai partout, j'ai une preuve que c'est une loi logique. Si je fais une table de vérité et que j'ai des faux partout, c'est une preuve que c'est une contradiction. Les lois logiques et les contradictions, le logicien suffit pour faire ça. Le logicien va dire ça, c'est une loi de la pensée. Ça, c'est l'inverse d'une loi de la pensée. Et quand on est dans une situation intermédiaire, le logicien va dire au scientifique qui fait de la science empirique, va observer la nature pour savoir dans quelle rangée nous sommes compte tenu des possibilités. Le logicien fait l'inventaire des possibilités logiques, puis les gens qui font des sciences empiriques nous disent dans quelle des rangées se situe notre monde. OK. Maintenant, on a vu une première loi. P est équivalent à non P. Et j'ai fait la table de vérité, je vous la rappelle. Verticalement, on fait nos tables, donc avec les valeurs en dessous des propositions atomiques. Quand je parle juste d'un événement, il va y avoir deux rangées dans ma table. D'accord? 2 exposant 1, c'est-à-dire 2. Une rangée où P est vrai, une rangée où P est faux. Ça, en fin de compte, doit être traité avant ça. On pourrait dire que c'est implicitement comme ça que ça marche. Ça veut dire que P est vrai quand P est vrai, P est faux quand P est faux. Je nie ça. Alors, ça devient faux, vrai. Et je nie ça, ça devient vrai, faux. Et ensuite, je peux encercler ça pour dire ma table finale, ça va être l'équivalence entre ça et ça. Est-ce que ça et ça sont équivalents? Pour être équivalent, pour que ça soit vrai, que ça soit équivalent, il faut que les deux termes du domaine aient la même valeur. Rangée 1, est-ce que mes deux termes ont la même valeur? Oui, donc c'est vrai. Est-ce que les deux termes ont la même valeur dans rangée 2? Oui, c'est vrai. Conclusion finale, il est vrai dans la première rangée et il est vrai dans la deuxième rangée que ce qui est à gauche est équivalent à ce qui est à droite. Donc, je vais trouver la loi de double négation. Okay? Elle est toujours vraie, la loi de double négation. Parce que lier deux fois, inverser deux fois la valeur, on va revenir à la valeur de départ. Et voilà la loi de double négation. Avec une seule proposition atomique. Une autre loi qu'on peut trouver avec une seule proposition atomique, le tiers exclu. Pour enlever la S à exclu, c'est excluant et inclus. Donc le tiers exclu, c'est comme ça. Qu'est-ce que ça dit, le tiers exclu? C'est une loi de la logique classique qui dit une proposition peut être affirmée ou niée, bien d'autre. Ou une proposition peut être vraie ou fausse, il ne peut pas avoir d'autres valeurs que vrai ou faux. Le tiers, une tierce valeur, une troisième valeur est exclue. Quand on a une logique à trois valeurs, par exemple, vrai, faux, possible, donc 1 pour vrai, 0 pour faux, puis une demi pour possible, on n'aura pas de loi du tiers exclu, on va avoir une loi du quart exclu. Une proposition peut être vraie,
faute ou possible, et il n'y a pas de quatrième possibilité. Donc, on va appeler ça la loi du quart exclu. Et si on veut généraliser à l'ensemble des logiques polyvalentes, on va dire qu'il y a une loi du n plus unième exclu. Une logique qui a n valeurs de vérité. Ce qui est exclu, c'est la n plus unième valeur, la suivante de celle qui est dans le système. Donc, si on a une logique à 6 valeurs, c'est la loi du septième exclu. Dans la logique classique, c'est la loi du tiers exclu. Avec la logique d'Aristote, on avait juste la loi du tiers exclu. Ce que je viens de dire, on n'avait pas trouvé encore qu'on peut avoir un quart exclu, un cinquième exclu, etc. Parce qu'il n'y avait pas encore de logique polyvalente. Les premières logiques polyvalentes, là encore, c'est arrivé à Varsovie, dans l'école de Varsovie, en 1920. Donc, ça va faire 100 ans. Dans 5 ans, la logique a 3 valeurs. Donc, la loi du tiers exclu, comment on peut la formuler? P ou non P. C'est la loi du tiers exclu. J'ai P ou j'ai non P, j'affirme P ou je nie, et rien d'autre. C'est le tiers exclu. Quand c'est une loi logique, on peut mettre un petit tourniquet comme ça à 2 bras. Dans le cours intermédiaire, on va distinguer le tourniquet à 1 bras, du tourniquet à 2 bras. Ici, on utilise juste le tourniquet à 2 bras. C'est-à-dire, cette loi logique que P est équivalent à non P. Ici, ça va être cette loi logique que j'ai P ou non P. Comment le démontrer? Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais commencer par faire la table des atomes. P, quelles sont ses possibilités? Vrai, faux. P ici, vrai, faux. Ensuite, j'ai une négation devant P. Qu'est-ce que je vais faire? Le contraire, faux, vrai. Et donc là, je vais faire un ou entre ça et ça. Quelle est la loi du ou? On se réfère à notre table. C'est pour ça que votre table de la page 8, il faut toujours l'avoir sous les yeux. Il fallait avoir les 8 règles d'Aristote sous les yeux quand on faisait des syllogismes aristotéliciens. Il faut avoir vos tables de vérité que j'ai mis au tableau ici, sous les yeux, quand vous travaillez dans la section 2. Okay? À un moment donné, vous allez le savoir par cœur, ça va rentrer dans votre tête, ça va être gravé dans votre tête comme dans la mienne. Mais pour l'instant, ça n'est pas encore. OK. Alors, un ou, on a la loi ici. Le ou, ça donne vrai très souvent. Ça donne vrai quand les deux sont vrais, quand un des deux est vrai. C'est faux juste quand les deux sont faux. Vous êtes d'accord? Le ou ici, il y a au moins un vrai, c'est vrai. Il y a au moins un vrai, c'est vrai. Donc, c'est toujours vrai. C'est une loi logique. OK? Une autre loi avec une seule proposition, c'est les 3 importantes, double négation, tiers exclu, non-contradiction. La loi de non-contradiction. On ne peut jamais se contredire. Du point de vue de la logique. Oui. Pourquoi on a une disjonction inclusive et non une disjonction exclusive? On pourrait, dans ce cas-là, on pourrait la mettre exclusive et ça serait aussi valide. Mais c'est plus fort de la mettre inclusive. Parce qu'il y a une possibilité logique qui n'est pas prise en compte par l'exclusive. De sorte que non seulement c'est vrai, ça serait vrai avec une exclusive, mais ça l'est en plus avec une inclusive. Il y a d'autres raisons aussi qu'on va voir plus loin. Rappelle-moi la question quand on va parler des formes normales. Ça va être le deuxième élément de réponse à la même question. Alors, on va pouvoir se représenter comment? La non-contradiction. Alors, se contredire, ça va dire P et non P. Il pleut et il ne pleut pas. Et la non-contradiction, ça va être nier ça. Je nie qu'il peut à la fois pleuvoir et ne pas pleuvoir. Je nie qu'il se passe P et non P. Et vous voyez l'importance des parenthèses. Ici, le non, il porte sur le P. Ici, le non, il porte sur quoi? Sur l'ensemble de ça. Je nie que, ouvrez la parenthèse, il se passe P et qu'il se passe non P. P est vrai ou faux? P est vrai ou faux? Non P, faux, vrai. Et là, maintenant, je fais un « et » entre ça et ça. Entre le résultat de mon non P et de mon P, je fais un « et ». Qu'est-ce qui se passe dans un « et » ? C'est pas vrai souvent. C'est vrai quand? Seulement quand les deux sont vrais dans la rangée 1. Voyez-vous qu'on n'a pas les deux vrais ici? C'est faux. On n'a pas les deux vrais ici, c'est faux. Donc, P et non P, c'est toujours faux. Nier P et non P, c'est toujours vrai. Les faux viennent des vrais. Et voilà une autre loi logique. Donc, on va dire, c'est une loi logique que P est équivalent à non P. Loi de double négation. C'est une loi logique que j'ai P ou non P, tiers exclu. C'est une loi logique que je ne peux pas avoir P et non P en même temps.
J'ai fait 3 démonstrations de loi de base de la logique classique des propositions. Oui. Dans le sens exclu, ça ne pas les non Ça, non, ça peut inclure P et P. Le tiers exclu. Ça pourrait inclure P et non P, mais à cause de la loi de la disjonction, je suis en situation où je ne peux jamais avoir les deux faux. Parce qu'ici j'ai un vrai, et ici j'ai un vrai. Donc je n'ai jamais deux faux. Ouais, si je mettais une disjonction exclusive, tu peux l'essayer, ça va donner valide aussi. Mais on l'exprime habituellement comme ça, la loi de la disjonction. Mais c'est pas équivalent de dire P ou non P et P ou bien P ou bien non P et P. Un peu. P, ou bien P ou bien non P. Et Et P et non P. et non P. Comme ça, on attend de vérité. Ici, ça va donner contradiction tout le temps, P et non P. Ici, ça va donner vrai tout le temps, puis le et, ça va donner faux tout le temps. Donc ça, c'est une contradiction. C'est équivalent, ça. Tu vas l'essayer dans la séance d'exercice. Formulé comme ça donne une contradiction à cause du et ici. Parce qu'il faut que tu aies des vrais de chaque côté avec un et. Tu n'auras pas des vrais de chaque côté. Mais on pourra l'essayer tout à l'heure. OK. Donc, j'ai des lois de base avec des P tout seul. Je vais ajouter une autre chose avant qu'on passe aux exercices. On vient de trouver 3 lois. Il y en a plein d'autres ici. Voyez-vous que chacune de ces 16 rangées-là est l'inverse d'une autre. Chacune des 16 a son inverse. Par exemple, faux, vrai, vrai, vrai a son inverse qui est vrai, faux, faux, faux. Et donc, P est incompatible avec Q. Donc, on va appeler ça des lois d'inversion. P est incompatible avec Q. Je dis c'est l'inverse de P et Q. Donc, c'est équivalent à non P et Q. C'est une loi d'inversion. Ceci est l'inverse de ça. Les propositions incompatibles, c'est l'inverse de proposition en conjonction. Là, c'est la dire, Robert, trouve-moi là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire comme table de vérité? On va commencer par établir les valeurs des P et des Q. P, vrai, vrai, faux, faux. Pourquoi je me répète? Pourquoi je dis 2 fois vrai, 2 fois faux? Parce qu'il faut que je jumelle P avec Q vrai, et P avec Q faux. Il faut que je jumelle P faux avec Q vrai, et P faux avec Q faux. C'est pour ça que j'ai une table à 4 rangées et non 2, parce que j'ai 2 atomes. Première rangée se tient compte des situations où les 2 propositions sont vraies. Le P vrai, Q vrai. La deuxième, P vrai, Q faux. La troisième, P faux, Q vrai. La quatrième, les 2 sont faux. Il y a 4 possibilités logiques de combinaison entre P et Q. P incompatible avec Q, on a déjà la table ici. C'est faux quand les 2 sont vrais, c'est vrai autrement. OK? Donc, c'est faux quand les 2 propositions sont vraies. C'est vrai quand une des 2 est vraie ou que les 2 sont faux. Donc, ça, c'est la table d'incompatible. Ici, P vrai, Q vrai, P vrai, Q faux, P faux, Q vrai, P faux, Q faux. Et le et est vrai quand? On va là-bas. Pas vrai souvent, le et. Exactement, le et, c'est vrai seulement quand les 2 sont vrais. Donc, sa table, c'est vrai, faux, faux, faux. Et voilà ma table du et. Voilà ma table du incompatible. Maintenant, je vais nier le et. Qu'est-ce que ça va donner? Je nie vrai, faux, faux, faux. J'inverse les valeurs. Faux, vrai, vrai, vrai. Voilà la table de négation de la conjonction. C'est la même qu'elle. Et donc, quand je vais faire l'équivalence entre les deux, équivalent, c'est vrai quand les deux ont la même valeur. Les deux ont la même valeur, c'est vrai. 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 Et donc, je peux mettre un beau petit tourniquet. C'est un tourniquet de métro, mais avec deux barres au lieu de.
D'ailleurs, on appelle comme ça en anglais turnstile. Alors, c'est le turnstile qui dit cette loi logique que P est incompatible avec Q, c'est équivalent à nier la conjonction entre P et Q. Et là, j'ai un outil qui me sert à démontrer ce qui se passe, à démontrer les résultats. OK. J'en ai d'autres formules comme ça. Ça. Là, qu'est-ce que je dis? P est équivalent à Q. C'est logiquement équivalent à je n'ai pas de disjonction exclusive entre P et Q. Okay. Ou si je dis avec des phrases en français, il pleut est équivalent à je joue aux cartes. Ça, c'est équivalent à ce n'est pas le cas que j'ai ou bien il pleut ou bien je joue aux cartes. On va le démontrer. Première rangée, les P sont vrais, les Q sont vrais. Les P sont vrais, les Q sont faux. Deuxième rangée. Troisième rangée, les P sont faux, les Q sont vrais. Quatrième rangée, les P sont faux, les Q sont faux. Une table de vérité est une énumération de toutes les possibilités logiques de combinaison de vrai et de faux entre nos propositions. Même chose à l'autre côté. P vrai avec Q vrai, P vrai avec Q faux, P faux avec Q vrai, P faux avec Q faux. OK. Vous voyez pourquoi dans les ordinateurs, on a fait un système binaire. 1 pour vrai, 0 pour faux. C'est appuyé sur l'électronique. Switch fermé, le courant passe, c'est 1. Switch ouvert, le courant passe pas, c'est 0. OK. Et donc, qu'est-ce que toute la technologie électronique et informatique? C'est mettre dans des circuits logiques ou mettre dans des ondes électromagnétiques des lois de la logique, tout simplement. Et vous voyez aussi l'importance du travail intellectuel, du travail de réflexion critique. Il a fallu que des gens comme Fergal Russell inventent ça pour qu'on puisse ensuite créer des machines comme les machines que nous avons aujourd'hui, qui sont le fruit du travail théorique qu'ils ont fait. Et si on pouvait les ramener sur Terre, ils seraient très, très surpris d'avoir transformé le monde dans lequel ils vivaient en monde comme celui que nous avons aujourd'hui. Il n'y avait pas de téléphone cellulaire, il n'y avait pas de micro-ondes, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de radio. Il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas de jeux vidéo, il n'y avait pas de projecteur dans la classe, il n'y avait pas d'écran amovible, etc. On était comme quand vous êtes en camping. OK. Comment déterminer la valeur d'un si et seulement si ou d'une équivalence entre P et Q? C'est vrai quand les deux ont la même valeur. Vrai ici, vrai ici. C'est faux quand ils sont équivalents, quand ils n'ont pas la même valeur. Donc voilà la table de ceci. Disjonction exclusive. Comment ça marche? C'est l'inverse. C'est vrai quand ils n'ont pas la même valeur. Dans la rangée 2 et dans la rangée 3. Et c'est faux quand ils ont la même valeur. Donc, c'est faux ici parce qu'ils ont la même valeur, c'est faux ici parce qu'ils ont la même valeur, c'est vrai parce qu'ils n'ont pas la même valeur. Je vais inverser ceci parce que je nie la disjonction exclusive. Faux devient vrai, vrai devient faux, vrai devient faux, faux devient vrai. Voilà ma table. J'encercle ici pour montrer que je fais le lien entre ça et ça, ou je peux faire un carré, tiens, pour dire un carré ici, puis un carré ici, pour dire c'est ces deux-là que je compare pour faire l'équivalence, parce que l'équivalence est entre le résultat de cette parenthèse-là qui est au milieu ici, et le résultat de cette parenthèse liée qui est ici. Vrai avec vrai, faux avec faux, faux avec faux, vrai avec vrai. C'est toujours vrai que c'est équivalent. Je viens de démontrer par la table de vérité que être équivalent en deux propositions, c'est équivalent à nier qu'ils sont en disjonction exclusive, et je peux mettre un beau tourniquet devant. Est-ce que ça parle de chien, de chat, de il pleut, de je joue aux cartes? Ça parle de n'importe quoi. Vous voyez, c'est une loi du raisonnement humain dans une perspective de logique facile, avec des valeurs de vérité et des assertions. Si je suis dans une logique d'assertion avec des vrais et des faux, ceci va être mieux. Et donc, vous voyez, avec les tables de vérité, on voit qu'on peut évaluer toutes les possibilités d'être vrai et faux d'une proposition. C'est bien important de mettre des parenthèses. Il y a des parenthèses évidentes. Comme je pourrais mettre une grande parenthèse pour entourer tout ça, mais ce n'est pas nécessaire. C'est sous-entendu.
Et donc, faire une table de vérité, c'est une description exhaustive de toutes les possibilités d'être vrai et faux pour mes propositions qui se combinent entre elles. Et aussi, ça permet de déterminer si je suis devant une loi logique, comme dans les exemples que j'ai donnés. Si je suis devant une contradiction, par exemple, si j'enlevais ceci, je serais devant une contradiction. C'est-à-dire dire que l'équivalence dans la table, c'est vrai, faux, faux, vrai, est équivalent à la disjonction exclusive dans la table, c'est faux, vrai, faux, ça serait toujours faux. Ça serait une contradiction. Mais mettre la négation, ça devient une loi logique. Nier une contradiction, ça donne une loi logique. Nier une loi logique, ça donne une contradiction. Les autres situations sont toutes les situations qui réfèrent au monde empirique. Il faut prendre le langage dont on parlait l'autre jour avec Wittgenstein, les analytiques et les synthétiques. Ça, c'est analytiquement vrai quand c'est vrai partout. Ça, c'est analytiquement faux quand c'est faux partout. Et les 14 autres possibilités entre les deux sont synthétiques, dépendent de ce qui se passe dans notre monde. Parce qu'il y a des cas vrais, il y a des cas faux. Et donc, avec une table de vérité, on peut toujours dire si on est devant une proposition qui est une loi logique, si on est devant une contradiction, si on est devant quelque chose qu'on appelle factuellement vrai ou factuellement faux, parce que ça réfère aux faits. Les 14 possibilités du milieu, ça réfère aux faits, donc on dit factuellement vrai ou faux, selon ce qui se passe dans le monde. Et aussi, on peut démontrer plein de lois logiques. On a vu aujourd'hui deux sortes de lois logiques. Les lois avec un atome, loi de double négation, loi du tiers exclu, loi de non-contradiction, et loi avec deux atomes, des lois d'inversion. Chaque formule a son inverse. Une formule qui est équivalente à sa négation. Ça, c'est équivalent à la négation de ça. Ça, c'est équivalent à la négation de ça. On pourrait faire la même chose avec n'importe quelle paire d'opposés dans ce tableau-là. Vous êtes capable maintenant de commencer à faire la section 2, plus particulièrement les problèmes suivants. 2.1. Vous me dites si j'ai des expressions bien formées, autrement dit, acceptables dans le langage de la logique, traitables dans le langage de la logique, et quelle est la règle? Une négation, c'est unaire. Une négation, ça porte sur une chose. C'est une chose qu'on nie. Regardez ici, je nie ça. Ici, je nie ça, le contenu de la parenthèse. Donc, une négation, c'est une opération qui porte sur un contenu propositionnel. Tous les autres opérateurs, disjonction, conjonction, si alors, si et seulement si, etc., ils sont binaires. Ça veut dire quoi? Ils font le lien entre deux choses. P et Q, c'est binaire. P équivalent à Q, c'est binaire. Ou bien P ou bien Q, c'est binaire. Si j'avais, par exemple, P ou Q, R, ça ne marche pas. Ou bien j'ai P ou Q et quelque chose R, ou bien j'ai P ou Q quelque chose R. Pas toujours que j'ai un opérateur binaire entre deux contenus, soit un atome, soit une molécule avec une parenthèse, ou unaire avec une négation. Comme par exemple, je ne peux pas faire P négation Q, parce que négation, ce n'est pas binaire. Je peux faire, par contre, P et non Q, par exemple, ou P ou non Q. Là, ça marche. Je ne peux pas faire P ou Q et R, comme ça. Ça me prend une parenthèse, parce que chaque opérateur binaire. Par exemple, j'avais P ou Q, et ça, et R, là, ça marche. Parce que le OU est binaire entre Q, là, Q et Q. Le Q est binaire, le OU est binaire entre Q et Q, puis le est binaire entre la parenthèse et le R. C'est ça que je vous demande dans le problème 1, 2.1. Les expressions suivantes sont-elles bien formées? Sinon, dites pourquoi. N'oubliez pas les parenthèses. Autrement dit, est-ce que les opérateurs unaires, négation, sont toujours unaires? Est-ce que les opérateurs binaires, tous les autres, sont toujours binaires? Sinon, dites-moi pourquoi ce n'est pas bien formé. Dites-moi que c'est bien formé. 2.2. Faites la table de vérité des formules suivantes. Vous êtes capable. Si j'ai juste des P, j'aurai combien de rangées? 2. Si j'ai des P et des Q, j'aurai combien de rangées? 4.
Si j'ai des A et des B, 4. Si j'ai des A, des B et des C, je pense que je n'ai pas tout de suite, on verra ça la semaine prochaine. On va avoir 8. On verra ça la semaine prochaine. OK. À 2.3, on n'y va pas tout de suite parce que ça dit par la méthode d'étape de vérité, trouver parmi les formules suivantes celles qui sont des lois logiques. Ça, vous êtes capable de trouver ça. Quand est-ce qu'on va avoir une loi logique? Quand la table finale de l'opérateur le plus englobant, l'opérateur qui englobe toute la formule, va avoir sous lui des vrais partout. Ça serait une loi logique. Vous pouvez peut-être faire ça. Ce que vous ne pouvez pas encore faire, c'est de donner le nom des lois. Pourquoi? Parce que pour l'instant, on n'a pas vu beaucoup. On a vu loi de double délégation, loi du tiers exclu, loi de non-contradiction et loi d'inversion. Et la semaine prochaine, on va voir beaucoup de lois. Toujours en procédant avec des tables de vérité. 2.4. On pourra voir ça la semaine prochaine. Faites un 2.1 et 2.2 pour cette semaine. Je pense que ça va être correct. Et la semaine prochaine, on pourra avancer plus vers 2.3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay? Et vous voyez, on avait une technique. Le cours de logique, c'est beaucoup des techniques pour faciliter notre raisonnement, pour le simplifier, pour le rendre plus rapide, pour le rendre plus efficace et pour le rendre plus cohérent d'un point de vue logique. Dans la logique d'Aristote, ce qu'on avait, on avait nos 8 règles d'Aristote, puis on avait les cercles d'Euler pour nous aider à voir si les 8 règles étaient respectées ou pas. Ici, qu'est-ce qu'on va avoir comme méthode? Des tables de vérité. Donc, la grosse chose à apprendre dans la section 2 du cours, c'est comment faire correctement des tables de vérité. Pour l'instant, on a vu avec une proposition atomique. Première rangée, on fait l'hypothèse qu'elle est vraie. Deuxième rangée, on fait l'hypothèse qu'elle est fausse. Comme on est en logique, on ne sait pas ce qui se passe dans le monde, on ne sait pas si c'est vrai ou faux, mais on sait qu'il y a juste deux possibilités du point de vue de la logique classique. Vrai ou faux. Quand on a 4 propositions atomiques, là, on a 4 possibilités de combinaison de vrai et faux, selon cet ordre-là. Rangée 1, rangée 2, rangée 3 et rangée 4. Et à ce moment-là, si je fais la table d'une partie, ensuite je fais la table d'une autre partie, jusqu'à arriver à la table finale. Quand dans la table finale, j'ai des faux partout, qu'est-ce qui se passe? J'ai une contradiction. Si à la table finale, j'ai des vrais partout, j'ai une loi logique. Est-ce que ça parle de ce qui se passe dans le monde? Non, ça parle de ce qui se passe dans notre raisonnement, dans notre manière de connaître. Si j'arrive à une table finale où j'ai 2 vrais, 2 faux, ça dépend où sont mes vrais, mes faux. Disons vrai, faux, faux, vrai. Est-ce que je peux conclure? Et, ben non. Égal, c'est pour des nombres. Là, on va dire équivalent. Exact. Je vais donner au moins une demi-morceau de repos. La moitié d'un bras de repos. Si j'arrive à vrai, faux, faux, vrai comme table finale, les 2 propositions que j'ai traitées sont équivalentes l'une à l'autre. Je ne sais pas si elles sont vraies, je ne sais pas si elles sont fausses, mais je sais quand même quelque chose. Je sais qu'ou bien les 2 sont vraies, rangée 1, ou bien les 2 sont fausses. Mais je ne peux pas avoir une vraie et l'autre fausse. C'est ça que je viens de démontrer. Si j'ai démontré quelque chose qui donne comme résultat vrai, 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 faux, est-ce que je sais beaucoup sur le monde? Non. Parce que ce que je viens de dire a 3/4 des chances d'être vrai. Et qu'est-ce que je peux conclure de ça? J'ai trouvé quelque chose qui est vrai, 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 faux. Vrai, 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 faux. J'ai trouvé qu'il y a une disjonction inclusive entre les 2 propositions. J'ai trouvé donc que ou bien les 2 sont vrais, ou bien seulement la première est vraie, ou bien seulement la deuxième est vraie, mais il y en a au moins une des 2 qui est vraie, parce que je ne peux pas avoir les 2 fausses. C'est ça que j'ai trouvé. Si par contre j'ai trouvé quelque chose faux, vrai, faux, faux, ah ben là j'ai trouvé beaucoup. J'ai trouvé faux, vrai, faux, faux, ça donne ça ici. J'ai trouvé que je suis dans une situation où il se passe P et il ne se passe pas Q. Il se passe P et il ne se passe pas Q. Donc, vous voyez, dans un cas comme celui-là, j'aurais beaucoup d'informations. Parce que j'ai juste un cas vrai et j'ai 3 cas. Donc, quand dans la logique, on élimine des faux, on augmente notre information, on sait beaucoup de choses. Quand on a beaucoup de cas vrais, on ne sait pas beaucoup de choses. Okay? Donc, vous pouvez, priorité numéro 1 dans la partie d'exercice, finir la section 1 pour lundi soir prochain minuit. Deuxième priorité, si ça va très bien que vous avez fini la section 1, commencez à faire 2.1 et 2.2. Lundi prochain, vous aurez
10h30 à midi au W5215. Séance d'exercice où je serai là présent. Ensuite, cours normal comme d'habitude avec exercice de 1h30 à 2h, de 5h à 5h30. Et jusqu'à minuit, ou disons jusqu'à 9h le lendemain matin pour rendre votre cahier, parce que je ne viendrai pas à 3h du matin chercher. Et le secrétariat, il ouvre à 9h. Alors, à 9h, mardi matin, je ramasserai ce qui est dans la chute à travaux du secrétariat du département, ce qui est sous la porte de mon bureau, et tout ce que j'aurai recueilli entre-temps. OK? Est-ce que vous avez des questions? Sinon, on peut prendre la pause bien méritée. Et on va aux exercices. Exercices de la section 1 et exercices de la section 2 sont admissibles maintenant jusqu'à lundi prochain. Et n'oubliez pas, quand vous faites des syllogismes, avoir vos 8 règles sous les yeux jusqu'à ce qu'elles deviennent présentes dans votre tête. Votre carré des oppositions jusqu'à ce qu'ils deviennent imprégnés dans votre cerveau. Même chose pour les tables de vérité. Vous utilisez les tables des opérateurs qui sont ici jusqu'à ce qu'ils deviennent intégrés dans votre tête. L'objectif ultime, c'est que vous deveniez assez performant pour être capable de donner mon cours à ma place ou n'importe quand vous lisez quelque chose ou que vous entendez quelqu'un parler, d'être capable de dire « Oups, là, il vient de faire une erreur logique. » OK? Serge, une question. Oui. Au début de la cours, vous avez dit que c'était 53,05, puis là, vous pouvez dire 52,05. Oui, OK, c'est 53,05. Merci, Anne. D'ailleurs, je passe ma vie à confondre ces deux numéros de porte-là. Il y en a un d'un côté de mon labo, l'autre de l'autre côté. C'est W. 53,05. J'aurais aimé mieux avoir l'autre, mais il était pris par un coup. W53,05. De 10h30 à midi lundi. Et bien sûr, vous pouvez m'envoyer un email en temps si vous avez un problème.